conclure cette journée du Paris-Saclay Summit 2026, ici à Centrale-sur-le-Pélec, je vous propose une session, ou plutôt une rencontre avec un invité exceptionnel. Vous allez comprendre, la science n'est pas seulement dans les laboratoires, elle est aussi parfois dans notre cuisine. Vous voyez, on a pas mal d'équipements ici sur scène, et vous allez voir dans notre manière finalement de comprendre le goût. Pour parler de tout cela, beaucoup mieux que moi, je vous propose d'accueillir Hervé Thys, évidemment, physico-chimiste à l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Qui va commencer par rectifier un point, c'est qu'en fait, il n'y a pas de science en cuisine. Hein. Ah. Et la science, c'est seulement dans les laboratoires. Ah bon ? La cuisine, c'est de la technique mêlée à de l'art, avec... Non, mais c'est très important. Les sciences de la nature, c'est des expériences et du calcul. En cuisine, on produit des aliments. Il ne faut pas confondre la science et ses applications. Mais vous avez tout à fait raison. Je vous remercie d'avoir fait exprès de me faire répondre. Tout ça était tout à fait prévu. Voilà. Alors justement, vous n'êtes pas tout seul sur scène aujourd'hui pour assaisonner, on va dire, la discussion. Il y a donc à vos côtés Joseph Hanna et Albert Kechtel, tous deux étudiants membres de l'association Symposium Centrale-sur-le-Pélec. Et donc je vais vous laisser tous les trois. Très belle rencontre à tous les trois. On vous écoute et donc on les applaudit une dernière fois. Merci Mélanie, merci. Donc, si j'en crois ce que vous dites, vous n'êtes pas cuisinier. Pardon, redites la question. Vous n'êtes pas cuisinier du tout. Même si vous avez inventé la gastronomie moléculaire, vous n'êtes pas cuisinier. Non, mais pardon. Un cuisinier, c'est quelqu'un qui cuisine. Bon. Moi, je cuisine tous les jours pour ma famille. Voilà, donc quand je cuisine, je suis cuisinier. Mais je ne suis pas cuisinier professionnel. Et ça m'intéresse pas. J'ai mieux à faire. Moi, je suis chimiste. La chimie, elle transpire partout. Mon email, il se termine toujours par "Vive la chimie" parce que c'est extraordinaire. Et dans le fond, sinon, je serais pas là. Ici, on est sur le plateau de Saclay. Je suis censé faire des sciences, pas de la cuisine. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des relations, mais la gastronomie moléculaire et physique, qui est une discipline scientifique. Alors, je prends mon élan parce que c'est un peu compliqué à dire et à comprendre. Quand on cuisine, il y a des phénomènes. C'est-à-dire, par exemple, vous faites un soufflé, ça gonfle, dans les bons cas. Ces phénomènes, ça tombe bien parce que les sciences de la nature explore les mécanismes des phénomènes. Donc, comme on a des phénomènes, on peut les explorer. Et l'objectif, c'est pas tellement de faire la cuisine. L'objectif, c'est de faire une découverte. C'est-à-dire, comme ce champ de la cuisine n'avait pas été beaucoup regardé, on se dit, tiens, avec ces phénomènes-là, peut-être qu'il y a des découvertes à faire. Et j'espère qu'on en a fait quelques-unes. Voilà. Mais donc inversement, ce matin, en venant au labo, je dictais un billet de blog parce que j'ai fait une choucroute hier soir. En comprenant ce qui se passe quand on fait une choucroute, on fait bien mieux. Hein, c'est facile. Alors que pendant des années, j'ai fait des choucroutes qui étaient mauvaises, alors que je suis alsacien, hein, il faut qu'on le sache, mais qui étaient mauvaises parce que je reproduisais des recettes. Et une recette qu'on reproduit sans comprendre, on reste idiot, quoi. Enfin, moi, je propose qu'on commence à raisonner sur ces gestes, sur ces phénomènes, avec les connaissances qui viennent de la gastronomie moléculaire. Très bien, merci beaucoup Hervé. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes révolutionnaire dans le domaine de la science et dans le domaine de la gastronomie ? Écoutez, je ne sais pas bien... La gastronomie moléculaire et physique est une nouvelle discipline scientifique. Alors, une révolution, c'est qu'il faut qu'il y ait un tour. Alors, je ne sais pas s'il y a un tour. Je sais qu'on a... Vous voyez, je vais répondre différemment. Il y a 5 millions d'articles scientifiques publiés sur le thé, enfin, d'articles prétendument scientifiques publiés sur le thé. Il n'y en a pas un seul qui dit comment les composés qui sont dans les feuilles de thé vont migrer pour faire dans le breuvage. C'est ahurissant. Il y a 15 ans, on a eu une thèse au labo sur le bouillon de carotte. C'était une thèse CIF payée par un industriel. Et la question, c'est que je ne sais encore toujours pas comment les composés de la carotte vont faire le bouillon de carotte. Alors, j'ai des théories, ça s'est amélioré, on a progressé. Mais on envoie des sondes sur Mars et on ne sait pas des trucs pareils, quoi. C'est ahurissant.
Non, mais c'est vrai, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de technologie et il n'y a pas beaucoup de science au sens de science de la nature. Et je reprends Louis Pasteur. Non, 1000 fois non, il n'y a pas de science appliquée. Il y a la science et les applications de la science. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre ou l'autre mieux que l'un. Je dis simplement que c'est deux champs différents avec lesquels il faut qu'il y ait des relations, bien évidemment, parce que pourquoi produire des connaissances? Alors si, produire des connaissances pour l'honneur de l'esprit humain. Hein. Mais après... vous marchez sur un sentier, il y a une pépite d'or, bah vous la ramassez, vous la donnez à un copain qui en a besoin. Hein. Voilà. Justement, donc, vous dites qu'il ne faut pas confondre la science avec ses applications. Oh, je dis pas il faut. Dans le labo, il est marqué, il est interdit de dire il faut et on doit. Je préfère conseiller à mes amis de ne pas confondre. C'est Pasteur qui disait faut pas confondre. Faut pas confondre. Ouais. Mais justement, donc, pour peut-être éclaircir un peu tous les termes du jargon de la gastronomie. Ah oui, alors il y en a 5. Alors il ne faut pas se gourer. Non mais je prends les devants parce qu'il y a beaucoup de confusion. Enfin, Oui. Alors il y a 5 mots en anglais, il n'y en a que 4 en français. Alors j'explique. Donc gastronomie moléculaire et physique. Alors j'ai peut-être un exemple ici, on va prendre ça comme ça. C'est donc une science de la nature qui explore les mécanismes des phénomènes avec une méthode qui s'appelle la méthode scientifique, qui passe par 5 points. 1, on observe un phénomène. Alors voilà, je vais prendre ça, c'est comme ça je me mets... Ah non, pardon, j'ai bougé à gauche, mais c'est à droite qu'il fallait que je bouge, je suis confus. J'ai prévu, il y a toutes les réponses aux questions éventuelles, j'espère, mais elles sont dans un... je ne sais pas où, donc il faut qu'on les cherche. Hein. J'arrive au bon endroit, ça va être par là, voilà. Tout ça c'est intéressant aussi, mais c'est... Voilà, vous voyez, ça par exemple, c'est... Ah ben non, on voit rien. Alors, ah voilà. Là, on est dans un segment du PowerPoint où je montre des inventions que j'ai faites tous les mois pendant 25 ans et que je donnais à Pierre Gagnère. Alors par exemple, j'ai inventé une préparation nouvelle qui s'appelle le Priestley. Priestley, c'était un chimiste anglais. Hein. C'est lui qui a découvert l'oxygène sans s'apercevoir qu'il découvrait l'oxygène, on va dire, pour simplifier. Hein. Et le Priestley, c'est ça. Et c'est tout simple, c'est une crème anglaise sans œufs. Mais comme une crème anglaise, si on comprend qu'il faut des protéines pour coaguler, eh ben, je me suis dit, cherchons des protéines. Où est-ce qu'il y en a? Dans la viande, dans le poisson, là c'est dans les langoustines. Alors, c'est une crème anglaise de langoustine, pas à la langoustine. Alors, on n'aura pas le prix Nobel avec des trucs pareils, hein, c'est facile à faire. Mais vous voyez, la science a des applications. C'est pas là que je voulais aller. Hein. Y en a plein d'applications. Ah bah si, il y en a une, il faut pas la louper, je l'ai apportée. Justement, donc l'œuf parfait, qui est très voilà. connu donc qui est très connu du milieu des Ah oui, dans de tous la les cuisine. bistrots maintenant. Dans oui. tous les bistrots parisiens, dans tous les bistrots même de France. Alors, tous les bistrots du monde. pour vous dire comment j'ai fait, hein, j'ai pris cette boîte 2 qui vient de chez Franprix sur le campus de Palaiseau. J'ai mis la boîte dans mon four à la maison, hein, dans mon four, un four normal. J'ai branché 65 degrés, je suis parti me coucher parce que c'était hier soir. Et là, on va les ouvrir, on va en ouvrir un. Il faut une assiette ou je sais pas quoi. On peut le faire dans le bol ou... Oui, mais j'en ai besoin du bol après. Alors, il n'y a pas une petite assiette, non. Bon, alors on va le mettre dans un verre. Voilà. Alors, le voilà. Hein. Alors là, ils sont froids, mais voilà, ici. Alors, vous voyez, c'est d'habitude, plus de 10 minutes de cuisson, c'est dur comme du caoutchouc, quoi. Oui. Et là, on a un objet qui est absolument merveilleux, d'une délicatesse parfaite. Il est constant parce que, en fait, cet œuf, initialement, c'est une expérience. Je voulais montrer que la cuisson de l'œuf ne dépend pas du temps, mais de la température. C'est-à-dire qu'un œuf à 65, ça c'est un œuf, alors je peux vous le dire, en regardant. Alors, mon four est un peu faux, vous voyez, parce que le blanc, il est très bien, il n'y a pas de problème, mais le jaune, à 65 degrés, il reste liquide, alors qu'ici, il a pris une légère consistance, que voici, et je peux vous dire que cet œuf-là, alors qu'on peut modeler, hein, il a le goût de pur jaune, donc c'est absolument délicieux, et vous voyez, on peut le modeler, ça c'est un œuf à 67. Donc mon four, il a 2 degrés d'écart. Mais c'est pas grave. La Saint-Valentin, par exemple, j'ai fait un cœur de jaune à 67 pour mon épouse. Ouais.
Et j'ai une question. Et Alors. c'est délicieux, goûtez, vous allez voir. Bon, Vous prenez-le comme je ça. vais pas me priver. Ouais. Merci beaucoup. Et justement, pourquoi alors 65, 67 degrés, vous dites ça, mais pourquoi ce choix-là? Pourquoi on cuit à 65? Ah, C'est des œufs que vous appelez d'ailleurs des œufs à 6x degrés. oui, Mais parce pourquoi que, cette non, tranche-là? C'est-à-dire que pardon, un jour j'ai voulu comprendre. Enfin non, un jour je me suis dit je ne peux plus manger d'œufs si je comprends pas pourquoi ça cuit. C'est quand même bizarre que ça cuise, c'est un miracle. C'est-à-dire, Jésus a transformé l'eau en vin, mais vous, tous les jours dans votre cuisine, vous prenez un blanc d'œuf qui est liquide, jaune et transparent, vous le chauffez et ça devient blanc et opaque. C'est quand même un truc ahurissant. Bon. Pourquoi ? Alors, j'avais fait une expérience où j'ai décuit un œuf. Donc, j'ai montré que les protéines... Donc, en gros, voilà, je suis une protéine. Si je suis une protéine... Certaines protéines ont des groupes thiol, enfin, il y a un groupe avec un atome de soufre et un atome d'hydrogène. Quand on me chauffe, je me déroule. Donc j'ai mon groupe thiol qui arrive ici, vous vous déroulez aussi. Et quand il y a deux groupes thiol qui arrivent, ils se collent et c'est une réaction d'oxydation. Donc je me suis dit, mais si on fait une réduction, c'est-à-dire l'inverse de l'oxydation, on devrait décuire un œuf. Et ça a marché, ça a décuit un œuf. Donc j'étais tout content, la vie était belle, mais surtout, je ne comprenais toujours pas pourquoi les cuisiniers disent plus de 10 minutes, ça devient caoutchouteux. Et c'est ça que je voulais comprendre. Et en vrai, alors je ne l'ai pas là en PowerPoint, mais en vrai, dans le blanc d'œuf, il y a plusieurs sortes de protéines. Si vous montez à 61,8, à ce moment-là, il y a une catégorie de protéines qui va se lier en réseau, et l'eau est piégée au milieu. Mais vous voyez, avec un petit réseau, les poissons ne sont pas bien tenus. Si vous montez maintenant à quelques degrés supplémentaires, il y a un deuxième réseau qui vient se mettre au milieu. Donc venez, voilà, non, pas au milieu comme ça. Croisez les bras là comme ça, voilà, et mettez un bras dedans, touchez, voilà, et voilà. Et vous voyez, les poissons sont mieux tenus, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que l'œuf, on voit la coagulation changer de degré en degré. Vous n'avez pas mangé votre œuf, vous ? J'ai croqué. Mais allez-y, mangez-le. Allez, j'y vais. Vous n'allez pas vous empoisonner. Parce qu'en plus, c'est extrêmement sain. On avait fait l'expérience d'injecter 1 million de salmonelles dans un œuf et de chauffer à 59 degrés 15 minutes, et elles étaient tuées. Donc là, on est sûr que c'est sain. C'est ça qui est bien. À condition que ça soit coagulé, parce que si on est à trop basse température, à ce moment-là, on peut favoriser une prolifération. Mais du moment que ça a coagulé, on est sûr qu'on est à plus que 59, puisqu'on est là, on est à 67. Et là, une nuit à 67, les micro-organismes, ils sont zigouillés. Donc voilà. Et donc ça, c'est de la cuisine moléculaire. Ça, c'est de la cuisine moléculaire, voilà. On n'a pas d'ingrédients nouveaux, on a juste de la cuisine, on a des méthodes nouvelles, peut-être des matériels nouveaux, et c'est donc une application. Alors je reviens, donc il y a la gastronomie moléculaire et physique, alors on va peut-être le retrouver, alors voilà, voilà. Donc les sciences cherchent les mécanismes des phénomènes, tout va bien, il y a des expériences, alors ça c'est merveilleux, parce qu'elles s'imposent à tous, c'est-à-dire que c'est le résultat de l'expérience qui s'impose à tous. Que le président de la République soit pas d'accord, que le pape soit pas d'accord, que le grand rabbin soit pas d'accord, on s'en tape, l'expérience, elle a raison. Et c'est ça qui a fait la transformation de l'alchimie en chimie. Pour l'alchimie, l'expérience, quand elle ratait, c'était que le manipulateur n'était pas assez initié. Pour la chimie, ça a changé entre le premier et le quatrième tome de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert. Tout d'un coup, on s'est vu à dire, c'est l'expérience qui a raison. Et alors, le deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas parler de méthode expérimentale en sciences, il faut parler de méthode scientifique, enfin je propose qu'on parle de méthode scientifique, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que le monde est écrit en langage mathématique. C'est-à-dire, il y a l'expérience, mais s'il n'y a pas la théorie, c'est-à-dire l'équation, par-dessus, à ce moment-là, c'est pas de la science, il faut les deux. Voilà. Alors je pense que alors Bacon dit qu'il faut tout mesurer, mais alors j'arrive ici, donc des phénomènes, il y en a plein, hein, vous voyez, ça c'est un steak. Est-ce qu'il faut saler un steak avant, pendant ou après ? Il se trouve qu'il y a des tas de questions passionnantes, mais et alors j'arrive ici, donc la méthode des sciences de la nature, vous voyez, on a un phénomène, on mesure, on réunit les données en équation, on fait une théorie et on cherche à réfuter expérimentalement la théorie. Je pense qu'on devrait montrer cette diapo à tous les étudiants qui commencent des cours de sciences. Mais voilà. Et puis voilà. Alors tiens, voilà mon vieux copain Nicolas Curti. Il avait 50 ans de plus que moi. Oui. Il était super.
Et puis j'arrive à un exemple. Voilà un exemple. Bah, bouillon de carottes. Vous voyez, on a eu une thèse sur le bouillon de carottes, donc on a fait des bouillons de carottes. Alors, on ne les faisait pas dans des casseroles, on les faisait dans des appareils de laboratoire, et puis on les analysait par résonance magnétique nucléaire. Alors, on n'a pas coûté cher à l'État, on a utilisé une carotte pendant 6 mois. Donc, et là, avec cette diapo, on a fait une découverte. C'est-à-dire que c'est la même carotte, coupée en deux dans le sens de la longueur. Ce bouillon-là, il était marron, et ce bouillon-là, il était orange. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est un truc incroyable. Là, enfin, on tient quelque chose, on a une découverte possible, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et ce qu'on a finalement montré, c'est qu'ici, il y avait de la lumière qui atteignait le bouillon, et là, il n'y en a pas. Et quand vous éclairez un bouillon de carotte, il devient marron, et quand vous ne l'éclairez pas, il reste orange. Et ça, c'est intéressant pour les cuisiniers, parce que les cuisiniers, souvent, ils brunissent leur bouillon de carotte en mettant un oignon roussi dedans. Mais l'oignon roussi donne un goût amer. Il n'y a pas besoin, il y a juste besoin de mettre de la lumière. Voyez, alors, voilà le genre de découverte. Et puis, alors, donc, on faisait, je vous passe sur le truc, mais il faut que, comment est-ce qu'on enlève ce machin, voilà. Et puis, voilà un bouillon de carotte, en résonance magnétique nucléaire. Hein. Donc, si on sait lire, c'est pas difficile. Il y a des sucres, essentiellement. Hein, un bouillon de carotte, c'est de l'eau. Il y a 3 sucres, glucose, fructose, saccharose. Le saccharose, c'est le sucre de table. Hein. On devrait dire des glucoses, etc. Et puis, il y a autre chose, il y a des acides aminés. Et pourquoi, la question, c'est pourquoi dans le bouillon de carotte, il y a des sucres et des acides aminés. Alors, d'abord, voilà les sucres. Hein. Alors, on ne le voit pas très bien. Non, on ne le voit pas. Donc, en gros, le glucose et le fructose, ils évoluent lentement. C'est des heures. Hein, c'est 36 heures. Là, c'est la quantité. Donc, glucose et fructose, ils sont là. Et le saccharose, il monte avant de descendre. Comment est-ce possible que le sucre, le saccharose, sorte de la carotte et ensuite disparaisse? Évidemment, le saccharose s'hydrolyse en glucose et en fructose. Mais ça veut dire aussi que comme le saccharose, c'est la valeur 1 en sucrosité. Le fructose, c'est 2,5. Et le glucose, c'est beaucoup plus petit. Si bien que, vous voyez, à chaque temps de cuisson d'un bouillon, vous avez une saveur différente. Et donc, maintenant, quelqu'un qui cuisine peut choisir sa sucrosité de bouillon. Et je vous recommande le glucose, parce que le glucose, c'est super, c'est un goût extraordinaire, c'est de la longueur en bouche. Moi, j'ai toujours un pot de glucose dans ma cuisine, parce que ça donne le longueur en bouche. Dans mes sauces, je mets du glucose. Voilà. Alors, pourquoi ça fait ça? J'avais une théorie. Alors, vous voyez, c'est une carotte. Regardez le microscope. Dans une carotte, c'est une racine. Et la racine, elle monte la sève, qu'on appelle la sève brute. C'est de l'eau et des sels minéraux, on va dire. Et puis, il y a une synthèse chimique dans les feuilles, et ça redescend des sucres et des acides aminés. Et donc, je m'étais dit, si on coupe la carotte, on va libérer ce qui est à l'intérieur des canaux. Voilà une théorie. Mais alors, le problème, c'est que je vous ai dit que les théories, on n'était pas là pour les établir, on est là pour les réfuter. C'est-à-dire que moi, quand il y a une théorie, ma première question, c'est en quoi c'est faux? Donc, on a continué avec une autre thèse. Alors, c'était sur les sauces à l'oignon, toujours payées par un gros industriel. Et vous voyez, voilà les canaux dans une carotte. C'est un oignon, là c'est un oignon, excusez-moi. Voilà de profil, voilà de face. Et alors je me suis dit, mais si ma théorie est juste, en mettant dans du bleu de méthylène, si ça absorbe, ça peut rentrer. Eh bien, ça rentre. Donc c'était bien ennuyeux parce qu'on confirmait la théorie au lieu de la réfuter. Or, cette théorie est fausse. Toutes les théories sont fausses en science. Donc, comment faire pour faire mieux? Eh bien, on a eu de la chance parce qu'en regardant bien, en attendant un peu, on voit du bleu qui n'est pas dans le canal. Ce qui prouve que cette théorie était fausse. Et il y a maintenant une autre théorie que voilà, enfin là, je passe simplement, et maintenant, il s'agit de la réfuter. Et ainsi de suite, à l'infini. Et ça, c'est un message très positif pour les jeunes. Parce que moi, je me souviens, quand je suis sorti de l'école de physique-chimie, en 4e année, je me disais, mais enfin, les vieux, ils ont tout découvert, la mécanique quantique, la relativité. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, la réponse, c'est tout. Il reste tout à faire, puisque toutes les théories, nous devons les abattre. Enfin, pas les abattre, mais les améliorer. Voilà. Et je trouve que c'est un message très positif. Justement, vous parlez... Je ne sais plus où on en était, mais... Ah non, mais alors, donc, voilà, ça c'est la gastronomie moléculaire. Alors, donc, vous voyez, il n'y a pas de cuisine, donc une part. Ensuite, il y a la cuisine moléculaire. Alors, la cuisine moléculaire, normalement, c'est après.
La cuisine moléculaire, je passe sur des tas de choses. Ça, on va passer là-dessus. Je ne sais pas si on va y arriver à la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, la définition, c'est cuisiner avec des ustensiles venus des laboratoires. Hein. Donc l'azote liquide, ah ben voilà, non, je l'aurai pas, la cuisine moléculaire, je ne sais pas. Donc. Alors on l'aura pas. L'azote liquide, les thermocirculateurs, les siphons. Le siphon, oui. Le protoxyde d'azote avec lesquels les gens se shootent maintenant, mais j'avais proposé, moi, qu'on ait plutôt des pompes et des aérographes, pas des cartouches de NO2, parce que ce n'est pas renouvelable. Je pense que c'est très mal. Et on réglera le problème de la drogue avec le protoxyde d'azote si on utilise des pompes et des aérographes. Hein. Et c'est durable. Alors, ça, c'est de la cuisine moléculaire. Avec la cuisine moléculaire, alors il y a une technique et un style. En anglais, la technique, c'est molecular cooking. Et le style, c'est molecular cuisine. Voilà. Et puis, donc ça fait 3 termes déjà. Donc le premier terme, c'est de la science. Le deuxième, c'est de la cuisine ou de la technologie. Puis après, il y a cuisine de synthèse et cuisine note à note. Alors là, ça fait plus peur. Alors c'est un truc que j'ai imaginé en 1994. Bon, voilà le texte fondateur. L'idée, c'est de cuisiner avec des ingrédients. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Alors voilà comment on fait. Bah, montrez-nous alors. La cuisine note à note, qu'est-ce que c'est et pendant que vous faites peut-être Alors, cuisine de synthèse, oui. C'est la technique, et cuisine note à note, c'est la partie artistique. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va note à note ou de la synthèse? Non, mais moi, je ne suis pas un artiste, donc on va faire de la cuisine de synthèse. Bien sûr. Voilà des protéines. D'accord. Comme il y a dans les blancs d'œufs, par exemple. Dans les blancs d'œufs, dans les viandes, dans les poissons, dans les légumineuses. Hein. Donc voilà des protéines. Alors, dans un blanc d'œuf, par exemple, il y a, on va dire, un blanc d'œuf, un œuf, c'est 60 grammes. Il y a 40 grammes de blanc, il y a 10% de protéines dans le blanc, c'est-à-dire 4 grammes et 36 grammes d'eau. Donc là, j'ai mis 4 grammes de protéines, je vais mettre 36 grammes d'eau. Hein. J'essaie de ne pas me mettre derrière le four, parce que sinon, les gens vont croire que je triche, mais il n'y a pas besoin. Voilà de l'eau. J'avais un fouet tout à l'heure. Il est là. 2 fois même. Donc je mélange mes protéines à mon eau. Hein, c'est pas compliqué. Et donc là, vous créez un blanc d'œuf alors, devant tout le monde. Voilà, c'est un blanc d'œuf artificiel. D'ailleurs, si je le fouette, ça mousse. Hein, bien sûr. Et je peux obtenir un blanc en neige. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour jeter un défi à Centrale Supélec. Saurez-vous battre le record mondial du plus gros blanc en neige à partir d'un seul œuf? Et pour l'instant, c'est avec des enfants handicapés au rectorat de Paris que j'ai fait ça. On a fait plus de 40 litres à partir d'un seul blanc d'œuf. Donc le défi est lancé à Centrale Supélec. C'est une école d'ingénieurs. J'espère que vous pourrez faire ça. Voilà. On a la pression. Alors maintenant... Non mais... mais j'ai pas d'huile. Oh non. Ah, j'ai pas d'huile. Alors, on va faire autre chose, alors. Parce que le projet, c'était de faire quoi, alors, avec l'huile? Non, mais j'aurais voulu faire un soufflé. Ah oui, au micro-ondes. Mais on peut faire quelque chose de pas mal. Alors. Mais le gras, c'est bon, quand même. Pardon, il ne faut pas oublier, derrière le fantasme culinaire... Pardon, non. Voilà, je reprends la cuisine parce que c'est un objet qui... En fait, nos amis qui sont ici, ils ne sont pas venus pour la gastronomie moléculaire, ils sont venus pour la cuisine. Bien sûr. Hein, ils sont venus pour manger, c'est ça qui nous intéresse. Enfin, puis il y en a certains qui sont plus gourmands que d'autres. Hein, voilà. Alors, la cuisine, je propose quand même, ça n'est pas une question scientifique, mais je pense que c'est une analyse qui est utile à tous. La cuisine, il y a 3 composantes. Il y a une composante technique, c'est-à-dire, vous voyez, là, je fais un geste technique. Bon. Si je l'améliore... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. J'ai pris 2 fouets. Pourquoi 2 fouets, alors? Parce que chaque branche du fouet pousse de l'air. Donc si j'ai 2 fils, je pousse 2 fois plus d'air qu'avec un. Donc avec 2 fouets, je vais 2 fois plus vite. Voilà. C'est tout simple. Si j'avais 3 fouets, ça irait encore plus vite. Et je l'ai mesuré, hein, donc c'est pas une blague. Donc les fouets, quand vous les achetez, vous comptez le nombre de fils. Plus il y a de fils, mieux c'est. Sinon, vous prenez 2 fouets. Bon. Alors, là, il y a un geste technique. La réflexion sur le fouet, c'était une question technologique. Techné, logos, on améliore la technique. Bon. Alors, quand on cuisine, il y a ce geste technique. On ne fait pas de technologie en général, on est pressé, on veut produire l'aliment, on fait de la technique. Ensuite, il y a un point très très important, il me semble, c'est de comprendre que le bon, c'est le bon à manger. Voilà. Quand on a dit ça, on comprend que la cuisine, elle ne cherche pas la technique, on s'en fiche de la technique. Elle veut faire quelque chose qui soit bon. Et quelque chose qui soit bon, ça veut dire que c'est une capacité artistique. Et vous voyez pourquoi je suis un mauvais cuisinier? Parce que moi, je ne suis pas artiste,
Ça m'intéresse pas d'être artiste. Je suis pas. Donc, mais en revanche, j'invite ceux qui cuisinent, celles et ceux qui cuisinent, à penser qu'il s'agit de faire bon, c'est-à-dire beau à manger, pas beau à voir. Hein. Alors, je reprends toujours cette comparaison. Vous allez au concert, il y a un gars qui est en queue de pie et qui fait des fausses notes sur son piano. C'est pas de la belle musique. Mais vous avez Jean Rodot qui arrive, il est quasi à poil avec les pieds nus et les cheveux hirsutes, il se met sur son clavecin et la musique est enchanteresse. Ça, c'est de l'art. Eh ben, c'est ça, cette capacité artistique qu'on veut. Et cuisiner, en réalité, souvent, les gens le font, les gens intelligents le font, alors que c'est idiot le geste technique. Ils le font parce que c'est comme faire du pastel le week-end. Vous voyez, c'est une question artistique. Et finalement, il y a cette question essentielle, troisième composante, c'est ce que j'appelle le lien social. Vous voyez, j'ai fait un plat. Techniquement, il est réussi. Artistiquement, j'y ai mis tout ce qu'il fallait. Voilà. Et je dis, mange c'est pas bon. Alors que si je dis, voilà, tu vois, j'ai fait ça pour toi. Bien sûr. Je sais que tu n'aimes pas le fromage, donc j'en ai pas mis. C'est un soufflé, voilà, il est là. Est-ce que tu es bien assis? Est-ce que tu n'as pas trop chaud, pas trop froid? Tu vois, l'assiette est belle. Voilà, j'ai fait ça pour toi. Ça veut dire je t'aime. Et je propose qu'on n'oublie pas cette composante. Ça n'a rien à voir avec la chimie, on est bien d'accord. Mais je pense que c'est peut-être un de mes plus grands apports, c'est d'avoir compris et dit à mes amis que la cuisine, ça consiste à dire je t'aime. Mais à dire je t'aime pas avec des mots, avec des réalisations. Et ça passe par des réalisations artistiques qui nécessitent une technique. Hein, voilà. Alors, pardon, je voudrais en profiter pour faire une expérience. Je vous invite à dire tous le mot. Pardon, parce que la question, c'est qu'est-ce que c'est que le goût, hein, Bien sûr. Alors, le goût, il y a des saveurs, il y a des odeurs, il y a des piquants, il y a des frais, il y a des consistances, il y a des températures, il y a des couleurs, mais il y a mieux. Alors, je vous invite à tous à dire le mot citron. Allez-y. Citron. Citron. Dites-le encore. Citron. Encore un peu. Citron. Encore un peu. Citron. Merci. Maintenant, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux. Voilà. Maintenant, les yeux fermés, vous dites le mot citron. Citron. Encore. Citron. Gardez les yeux fermés. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Alors maintenant, les yeux fermés, vous imaginez un citron jaune. Vous l'avez maintenant? Tout le monde a le citron? Oui. Vous prenez un couteau et vous allez couper le citron en deux. Voilà. Et maintenant, vous léchez la lame. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous avez tous de la salive dans la bouche. Alors pourquoi? Parce que le jus de citron est acide, ça attaque les muqueuses, et nous nous protégeons par réflexe en libérant de la salive, et la salive est ce qu'on appelle en chimie un milieu tampon. Et donc, quand vous avez dit le mot citron, vous n'allez pas percevoir l'acidité de la même façon que quand vous ne l'avez pas dit. C'est-à-dire que si sur un menu, il y a des mots qui sont bien choisis, eh ben, votre vin que vous allez boire après ou avant d'avoir dit ce mot-là, il ne va pas avoir le même goût. Et je trouve cette expérience absolument fascinante. Voilà. Ça, je la garde. Les mots, même les mots sont importants. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux qui se repaissent. On a ces mots et c'est essentiel, quoi. Et c'est essentiel. Alors voilà. Donc il faut faire de la cuisine. Bon alors, j'ai pas d'huile. Alors oui, alors pardon. Je reviens parce que il faut quand même pas oublier que derrière le fantasme, c'est ça que je voulais dire, le bonhomme ou la bonne femme, il est fait de 70% d'eau. Oui. 20% de protéines et 10% de gras. Hein. Donc pour manger, il nous faut de l'eau, des protéines et du gras, plus le reste. Mais d'abord de l'eau, des protéines et du gras. Hein. Le nerf de la guerre dans les années qui viennent, c'est les protéines. Hein. Et il est important de dire que les insectes, on a beaucoup fantasmé sur les insectes ne sont pas là pour manger des insectes, on s'en fiche de manger des insectes. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que 2016 était l'année internationale des légumineuses. Pourquoi? Parce que les légumineuses, c'est des plantes donc renouvelables qui produisent des protéines. Et il y a des sociétés multinationales qui déjà travaillent avec des agriculteurs qui cultivent des protéines. Sur le champ, on enlève l'amidon, ensuite on enlève les protéines, il y a un résidu qu'on donne à des insectes, et les insectes transforment un résidu cellulosique en protéines. Et donc, on extrait les protéines des insectes. Et comme ça, on va passer le cap de nourrir l'humanité avec des protéines. Voilà. Donc, on ne va pas manger des insectes. Ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est pour les bobos qui se trémoussent. Mais, non, mais parce que au-delà de tout ça, je suis quand même parfois sérieux. Enfin, pardon, je suis tout le temps sérieux en plus. C'est ça qui est terrible. C'est que je souris parce que la vie est belle. Le ciel est bleu. Regardez, le ciel est bleu. Il n'arrête pas d'être bleu ces temps-ci. Et donc, le ciel est bleu. Mais en vrai, il y a quand même 10,4 milliards de personnes sur la Terre en 2050. Moi, je serais mort, je m'en fous.
Mais la question, c'est comment vous allez manger, vous, hein. C'est pour vous la question. Moi, je serais ingénieur aujourd'hui, je me préoccuperais de cette question, hein. Et donc, on mangerait avec la cuisine de synthèse. Alors, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Je sais simplement qu'aujourd'hui, il y a 30% de gaspillage avec le système actuel. Et un gaspillage qui est quand même terrible. Je dois avoir des... Là, c'est pour vous préparer intellectuellement. Mais voilà, voilà, ça c'est rigolo. Enfin, rigolo, si on peut dire. C'était une diapo que j'avais dans mon PowerPoint. Dans le temps, il y avait un point d'interrogation derrière crise de l'énergie. J'ai enlevé le point d'interrogation. Bon, la diapo d'après. Alors, 10 milliards d'humains à nourrir. Je n'ai pas changé la diapo. Hein. C'est plus les chiffres actuels. Aujourd'hui, c'est 10,4 milliards. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. On nourrit aujourd'hui 6 milliards. Il faudra passer à 10,4. Comment est-ce qu'on va faire, hein? On ne peut pas augmenter les terres cultivables. On peut pas... Enfin bref, il y a des problèmes. Et les problèmes, c'est qu'un tiers est gaspillé. Alors, les gens débattent pour savoir si c'est un tiers, 45%, 20%. Mais enfin, allez derrière un marché parisien, vous allez voir, c'est un truc ahurissant. Et puis, le pire est là. C'est que... Voilà, le marché parisien, hein, je vous ai fait une photo, c'est avenue Edgar Quinet, hein, c'est à Paris. Voilà. Mais maintenant, est-ce que c'est bien raisonnable de transporter des tomates? Un 10 tonnes de tomates, c'est des camions qui viennent à Paris. J'ai calculé qu'il y avait 10 000 camions qui viennent à Paris pour nourrir Paris tous les jours. 10 000. Et d'ailleurs, sur l'autoroute A6, qui n'est pas loin d'ici, il y a des embouteillages tout le temps. Hein, on va dire de 7h jusqu'à 9h30 à peu près. Et c'est des camions. Hein. J'incrimine pas les routiers, je dis simplement qu'ils nourrissent Paris. Hein. Et ils nourrissent Paris avec des trucs qui sont faits de flotte. C'est-à-dire qu'on transporte de l'eau. C'est complètement anormal. Donc logiquement, parce que cette eau qui s'appelle tomate, elle s'abîme. Et donc on a du gaspillage. Pourquoi transporter de l'eau ? Donc, on devrait fractionner à la ferme. Alors, fractionner à la ferme, fractionner, on sait le faire. Vous prenez, alors ça c'est une expérience qui date de 1792. C'est un Alsacien qui s'appelait Johannes Kesselmeyer à Strasbourg, qui a... Vous prenez de la farine, vous mettez de l'eau avec, vous faites une boule de pâte à pain, vous mettez dans un récipient avec de l'eau, vous pressez doucement, il y a une poudre blanche qui sort, c'est l'amidon, et il vous reste un chewing-gum, c'est le gluten. Bon, donc vous êtes parti de farine, et vous avez amidon, gluten. Mais on peut continuer à fractionner. Et le fractionnement, aujourd'hui, on ne va pas le faire comme en 1792, il se fait avec des procédés membranaires. Et donc, on arrive à des trucs comme ça. Voilà, des trucs comme ça. Et avec ça, ben, il faut faire la cuisine. Et il ne faut pas faire des ersatz, il faut que ça soit mieux, il faut que ça soit meilleur. Alors après, si on comprend, ben, on peut faire des trucs. Alors ici, ben, il faudrait quand même que je fasse quelque chose, je sais pas. Je vais faire... Alors, il n'a pas de couleur. Il n'a pas de goût. Alors, tiens, il n'a pas de goût. Vous pouvez me le tenir, s'il vous plaît? On va lui donner de la saveur. Par exemple, là, j'ai de l'acide citrique. J'aime beaucoup l'acide citrique. Il y en a dans le citron. Je vais en mettre un tout petit peu. Alors, je vais en mettre, je sais, moi, parce que ça vient de ma cuisine, hein, je sais qu'il faut à peu près ça. J'ai un petit rhume, donc j'ai de la vitamine C. Donc, je vais mettre la vitamine C, quand elle est en excès, on la pisse, donc ça va. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce que j'ai en magasin? Ah, j'ai un truc rigolo ici. Voilà, ça, c'est de la poudre de vin. Enfin, ce n'est pas de la poudre vin, c'est les phénols du vin. Donc celui-là, c'est des phénols de Syrah de 2007 Faugère. Donc vous voyez, on ne perd pas le terroir. Hein. L'année d'après, ça n'a pas le même goût. Et d'ailleurs, dans le temps, les gens le savaient bien. Les vignerons disaient qu'il y a des années où les jambes des fouleurs sont teintées. Parce que ce n'étaient pas les mêmes phénols. Les gens disent polyphénol, mais ils ont tort. Hein. Il faut dire phénol, ce n'est pas un polyphénol. De la couleur, est-ce que j'ai de la couleur aujourd'hui? J'ai pas de couleur. Ah si, j'ai un peu de couleur. Voilà, alors on va mettre de la couleur. Le vert était une couleur très importante au Moyen-Âge et dans la cuisine Renaissance, parce que le vert, c'est la couleur du renouveau, c'est-à-dire en gros la résurrection de Jésus-Christ. Donc, voilà, ici, voilà, comme ça va devenir vert. Voilà, c'est vert. Hein. C'est des pigments chlorophytiques, c'est du vert d'épinard, quoi, en gros. Hein. Le vert d'épinard, on fait ça depuis le Moyen-Âge. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est comme ça qu'on colore en vert les sauces. On prend des épinards, on les broie, on les met dans un linge, on tord le linge, il y a une sorte de jus qui sort.
il reste de la cellulose dans le linge. Et puis, ce jus, on le met dans une casserole, on chauffe doucement. Et puis, il y a une espèce d'écume verte très, très jolie, comme ça, qui apparaît à la surface. On récupère cette écume et c'est avec ça qu'on va colorer les mayonnaises, etc. Donc là, on n'a rien fait d'autre, en quelque sorte, que ce qu'on faisait au Moyen-Âge, sauf qu'on ne s'est pas ennuyé à les épinards. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? On pourrait mettre... on pourrait mettre celui-ci. On pourrait mettre du sucre, parce que l'être humain, il adore le sucre. Alors, on va mettre du sucre. Tiens, voilà. Du sucre, voilà. J'ai pas d'huile, mais normalement, je mets de l'huile, parce que l'être humain, il adore le gras. Il veut du gras. Hein. Le gras, c'est bon. Bocuse disait du beurre, encore du beurre. J'y peux rien, c'est pas moi, c'est Bocuse. Hein. Ensuite, là, tiens, j'ai un peu de monoglutamate de sodium. Ça va donner un goût de bouillon. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais y mettre? Alors là, j'ai des trucs rigolos. Alors ça, c'est des composés. Alors je vends rien, hein, donc c'est bien ça qui est ma force, c'est-à-dire que comme je vends rien, on ne peut pas m'accuser de promouvoir cette cuisine de synthèse pour un intérêt. Je n'ai pas d'intérêt dans l'affaire. Et d'ailleurs, je pose la question à mes amis, pourquoi croyez-vous que je prends sur mon temps, qui est précieux, parce que j'ai mon labo à faire, pourquoi croyez-vous que je prends sur mon temps pour promouvoir quelque chose qui ne me sert à rien? Ça ne sert à rien. Donc pourquoi est-ce que je le fais? Et je ne répondrai pas à la question. Alors ici, non mais je vous laisse réfléchir. Ici, c'est un solvant parfaitement neutre, et puis un composé odorant qui est dans une bonne dilution. Alors le voilà, comme ça. Et puis alors avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans un petit verre, voilà, comme ça. Vous tenez voilà, vous me tenez le petit verre, voilà. On va mettre ça dans le petit verre, comme ça. Donc on a, c'est l'équivalent d'un blanc d'œuf battu en neige. On n'a pas assez battu parce qu'on n'est pas en train de faire la cuisine. Hein. Et puis là, on va le mettre dans le four à micro-ondes. Et puis on sait ce qui va se passer. Si on chauffe, les micro-ondes vont chauffer l'eau. Donc l'eau va se mettre à bouillir. 1 gramme d'eau, ça fait 1,5 litre de vapeur. Donc ça va se mettre à gonfler. Donc on va obtenir une sorte de soufflé, sauf qu'on ne voit rien du tout dans ce four. Bon, on va le laisser, je ne sais pas, on va le laisser 30 secondes, ça devrait suffire. Allez, Azou. Ah oui, ça a débordé. On avait notre soufflé. Ah voilà. Non, mais vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et là, on a la consistance sur mesure, on a la saveur sur mesure, on a la quantité d'énergie sur mesure, on a, si vous êtes allergique, vous ne mettez pas les composés qui vous ennuient. On a tout sur mesure, on a un plat sur mesure. Alors là, on a fait une mousse, on a fait un soufflé. J'entends déjà les critiques dire « oui, mais ça va être tout mou ». Alors non, ça ne va pas être tout mou. Pourquoi ça ne va pas être tout mou? Parce qu'en réalité, ça dépend de la quantité de protéines. Vous êtes revenu, c'est parce qu'on déborde le temps. Si on veut prendre une ou deux petites questions dans la salle... Ah oui, alors les questions. Alors les questions. Alors moi, je pense que les gens parce ont des choses à vous demander. On avait commencé en disant ça va commencer par les questions. Et on ne l'a pas fait, c'est vrai. Donc on va peut-être donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Oui. Alors attendez, on va vous apporter un petit micro. Oui. Attendez, parce qu'il y a monsieur d'abord, excusez-moi. Sinon, je donne ce micro. Allez-y. On va vous donner un micro. On a peu de temps, mais oui, on y va. Comment on fait une bonne choucroute? Alors, je crois avoir compris qu'on fait une bonne choucroute en réfléchissant. La choucroute, dans le fond, c'est du chou qui est cru, même s'il est fermenté. Et souvent, il est acide. Parce que, justement, il a fermenté avec cette fermentation qui fait... Donc, mon épouse, par exemple, n'aime pas trop l'acide. Donc, moi... La choucroute, quand elle n'est pas fraîche, enfin elle est crue, hein, mais quand elle n'est pas en début de saison, qu'elle est déjà un peu âgée, moi je la blanchis, c'est-à-dire je la passe à l'eau bouillante un peu pour lui enlever de sa raideur acide. Bon. Déjà c'est un premier point. Ensuite, j'oublie pas que c'est cru, donc il faut que je le cuise. Et il se trouve que le chou... Alors après, il y a des questions de goût. Est-ce que vous le voulez croquant ou est-ce que vous voulez cuit, bien tendre? C'est assez long, la choucroute. Il faut bien 40 minutes pour arriver à l'attendrir. Mais après, on perd le croquant. Donc c'est une question de choix. Ensuite, il faut beaucoup de gras. Moi, on m'a toujours enseigné, moi qui suis alsacien, la choucroute, il faut 1 demi-litre de vin blanc. C'est une vraie erreur. La choucroute, elle a les pieds dans l'eau et ce jus n'est pas bon. Donc, je trouve il n'est pas intéressant. Donc moi, je fais revenir des oignons
qui brunisse, parce que ça va lui donner du goût. Ensuite, je mets mon chou, je mets un peu de vin blanc, parce que ce vin blanc va faire de la vapeur qui va cuire le chou dans cette vapeur de vin. J'oublie pas de mettre une gousse d'ail, de la coriandre, des clous de girofle, des tas d'épices, du cumin, des baies de genièvre. Enfin, je lui donne du goût, quoi. Je lui donne du goût. Je mets même du miel. Voilà. Mais surtout, c'était pas Mercabelin, c'était son père à l'auberge de Lille. Il mettait quand même 150 grammes de graisse d'oie pour une choucroute pour 4 personnes. Il y a du gras, il faut du gras. Moi, pendant des années, j'ai mis le vin blanc et pas de gras. Est-ce qu'il y a la recette de la choucroute dans l'un de vos livres ou pas? Pardon? Est-ce que dans l'un de vos livres, il y a la recette de la choucroute? Non, c'est oursi. J'arrive enfin à faire de la choucroute, c'est tout, Ah, tout récent. tout récent, donc on l'a pas dans les livres. Je le donne, Bon. mais je vous l'ai donné, ça va. Il faut du gras, il ne faut pas que ça nage, et il faut cuire suffisamment. Et il faut bien la dessaler, désacidifier. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, cet échange touche à sa fin. Merci. Avant de partir, je vous signale justement que vous pouvez prolonger le plaisir. Hervé Thies va être en séance de dédicace juste après, là, en sortant à la librairie. Mais oui, je vous l'apprends alors. Si vous souhaitez venir à sa rencontre, ces ouvrages sont juste derrière moi. Ah, N'hésitez pas. si quelqu'un veut prendre les œufs, parce que j'ai des... N'hésitez pas à prendre les œufs également. J'ai des œufs à 65. Vous n'êtes pas forcé de les manger maintenant. Merci alors, en tout cas à tous les intervenants. N'oubliez pas sel et poivre. Hein. Sel et poivre. Je vous rappelle que pour faire la bonne cuisine, il faut 1 partie de violence, 3 parties de force et 9 parties de douceur. Voilà, je pose les œufs, je n'en suis plus responsable. Ils intoxiqueront personne, mais il y en a que 12. Les œufs sont à l'entrée. Merci, en tout cas, merci à tous. Merci d'avoir été avec nous pour cette première journée aujourd'hui, donc au Paris-Saclay Summit 2026. Demain, une deuxième journée pour prolonger tout ça et choisir encore une fois la science. Merci à tous et bonne soirée.